Une des œuvres les plus célèbres au monde, qui est directement liée au mur, ne peut inéluctablement pas être vendue. En fait, elle n'a pas de prix. Elle possède tellement de cryptage qu'elle est devenue le sujet des grands médias. Nous pouvons constater qu'entre Jésus et Jean, qui se trouve un espace d'exactement la même référence angulaire que la grande pyramide de Gizeh, soit 51,843 degrés, et que de manière troublante, l'autoportrait de Léonard de Vinci ressemble étrangement à Pierre l'apôtre qui devint le chef de l'Église. Nous remarquerons également que le mur du fond avait de nombreux autres cryptages qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à d'autres lieux importants, nul autre que la chambre du roi elle-même de la Grande Pyramide. À l'intérieur de la chambre du roi, nous pouvons voir des symboles qui semblent être deux lettres alpha et oméga sur le sarcophage de la chambre du roi, qui est connu pour être exempt de tout hiéroglyphe et écriture. Et ça depuis des milliers d'années, cette salle n'étant pas été fréquentée par des milliers de personnes. En outre, il s'agit du bâtiment le plus étudié de la planète, qui à une époque était le plus haut bâtiment du monde pendant plus de 4000 ans, et que la chambre du roi a une importance significative dans la Grande Pyramide. Il y a même des probabilités que cela n'ait jamais été vu dans le passé. La scène pourrait nous orienter dans la même direction. Vous pouvez observer les pieds de plusieurs apôtres, certains portant des sandales. Vous remarquerez qu'en cherchant les pieds de Jésus, vous ne les trouverez pas. Ils ont été dissimulés par ce qui semble être la porte pour entrer et sortir de la chapelle à l'emplacement du tableau de la scène. Une chose intéressante à ce sujet, c'est que une fois que nous remarquons l'endroit du portail, et en supposant que nous croyons les historiens, ils disent qu'au plus tard au XVIIe siècle, une porte a été construite dans le mur de ce tableau célèbre. Je trouve que ça ne tient pas vraiment debout étant donné que Léonard de Vinci était célèbre de son vivant. Le roi de France en particulier faisait mention dans les documents historiques. On peut alors se poser la question pourquoi les propriétaires ou les personnes travaillant en tant que gardiens de ce lieu important creuseraient-ils une porte qui abîmerait la peinture de Léonard, qui à ce moment était déjà reconnu comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Elle n'aurait donc pas été découpée, mais toujours été là. À présent, la question est de savoir si Léonard de Vinci a voulu intégrer cette ouverture dans sa fresque et quelle serait cette éventuelle signification de ce cryptage. Il aurait aussi une coïncidence étrange. Les proportions de la pièce de la chambre du roi étaient relatives à la scène et inversement. Y aurait-il d'autres cryptages en lien direct entre la peinture de la scène et la chambre du roi? L'endroit où est placé l'alpha et l'oméga sur l'extrémité du sarcophage dans la chambre du roi est lié à Jésus l'alpha et à Marie-Madeleine l'oméga. Lors de la dernière scène, si nous superposons un plan, on constate que l'emplacement original du sarcophage correspondrait précisément à la porte qui cache les pieds de Jésus et de Marie-Madeleine. De plus, en alignant soigneusement la ligne du plafond avec le mur du fond, on observe que les proportions correspondent à ce que nous expliquons. Le mur ouest de la Grande Pyramide s'aligne exactement avec les mêmes proportions que celles utilisées pour la table de la scène, ce qui suggère que toute la table fait partie intégrante de la scène. Cette découverte soulève des questions sur les fenêtres, portes et tapisseries présentes dans le tableau de la scène. De plus, il a été observé que la position de Jésus et de Marie-Madeleine dans le tableau correspond parfaitement au ratio du nombre d'or, soit 1,618 contre 1. Il est aussi remarquable que ces proportions coïncident avec l'alpha et l'oméga trouvés sur le bord du sarcophage, qui fait exactement 5,6 pouces de large. La dimension de la chambre du roi est de 30 et 1,415 926 mètres. Et si on prend la racine carrée de ce chiffre, on obtient un nombre qui, multiplié par 10, donne environ 5,605 pouces. Le carré de 5,605 correspond aux dimensions du périmètre de la chambre du roi. Intéressant également, le point le plus haut de la lettre A, ou le séraphin, est situé exactement à 33 pouces sur le sarcophage qui mesure 89,62 pouces de long. Ceci correspond précisément à l'inverse du nombre d'Euler, qui est un nombre clé en mathématiques, utilisé pour expliquer des phénomènes variés comme la croissance exponentielle,
la désintégration radioactive et le calcul des intérêts composés. Le nombre d'Euler est aussi essentiel et fondamental que ce que pourrait être un élément transcendantal. En gros, E nous aide à comprendre comment les choses croissent ou diminuent de manière rapide et continue. C'est un peu comme un facteur magique qui décrit comment les choses évoluent. Lorsqu'on place un tétraèdre à l'intérieur d'une sphère, on remarque qu'un tiers du volume de la sphère se trouve à l'intérieur du tétraèdre, et les 2 tiers restants sont à l'extérieur. Lorsqu'on multiplie 2,71 828, le nombre d'Euler, par un tiers et qu'on l'intègre dans un calcul de moyenne pondérée, on obtient exactement 3. Cela suggère que le nombre 3 sert de limite pour ces calculs. La question se pose, pourquoi le nombre d'Euler serait-il lié à l'alpha et l'oméga sur le bord d'un sarcophage? Ceci souligne des connaissances avancées, comme celle illustrée par Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve, où il a été observé que la surface d'un carré n'est pas équivalente à celle d'un cercle ayant un rayon de 1, malgré le fait que le cercle soit défini par pi. Léonard de Vinci a utilisé un message caché pour montrer que si on mesure correctement la surface en utilisant le rayon d'un des cercles, on trouve exactement le nombre d'Euler, bien avant sa découverte officielle. Ce nombre est considéré comme la 2e constante la plus importante en mathématiques, utilisée même dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que Léonard voulait nous dire à travers cela? En explorant davantage le tableau de la scène, notamment la fenêtre derrière Jésus, que pourrions-nous découvrir de plus? En observant juste au-dessus de Jésus et de la fenêtre derrière lui, on peut voir un œil. Cette disposition suggère non seulement la présence d'un œil, mais indique aussi qu'il s'agit d'un symbole ancien, utilisé en franc-maçonnerie et en rosicrucianisme, connu sous le nom d'œil qui voit tout. Dans la mythologie et l'histoire égyptienne, cet œil est associé à l'œil de Ra, le dieu du soleil, ce qui est intéressant car il se trouve juste au-dessus de la représentation du Fils de Dieu. Cependant, cette symbolique peut avoir une signification encore plus profonde dans l'ésotérisme. Imaginez que dans notre tête, on a 2 parties qui nous aident à penser et à ressentir. La première partie, c'est comme le soleil qui éclaire tout ce qu'on voit et comprend autour de nous. On l'appelle l'esprit conscient. La seconde partie, c'est comme un œil caché, que l'on ne voit pas, mais qui est toujours là et nous aide à comprendre des choses sans qu'on s'en rende compte. Cet œil caché, c'est notre esprit subconscient. Pour rendre l'idée plus claire, on peut penser à une vieille histoire d'Égypte à propos de 2 personnages, Osiris et son fils Horus. Osiris a été attaqué et découpé en 14 morceaux par son ennemi Seth. Horus, pour venger son père, combat Seth mais perd son œil gauche pendant la bataille. Ces 2 yeux nous aident à voir le monde de 2 manières différentes. L'une avec notre esprit logique et rationnel, comme l'œil droit de Horus, et l'autre avec notre intuition et nos sentiments, comme son œil gauche qui avait été endommagé puis réparé. Ces 2 façons de voir sont importantes pour comprendre pleinement le monde autour de nous. Pour simplifier, imaginez que dans une ancienne histoire, Horus, un personnage important, a 2 yeux spéciaux. Son œil droit est connecté au soleil et représente la logique et la raison, un peu comme la façon dont nous réfléchissons et prenons des décisions tous les jours. Son œil gauche, qui a été blessé puis réparé avec l'aide de Thoth, un dieu de la magie, est lié à la lune et représente l'intuition et le côté féminin de notre esprit, qui est plus lié à nos sentiments et à ce que nous ressentons sans toujours pouvoir l'expliquer. Horus et le dieu Thoth ont utilisé de la magie pour réparer l'œil endommagé d'Horus. Cet œil réparé est souvent appelé l'œil de Thoth. En mettant ces visions ensemble, on peut voir le monde plus complètement. Notre esprit conscient, comme l'œil de Ra ou l'œil droit, s'occupe de notre ego et de notre personnalité quotidienne, tandis que notre esprit subconscient, comme l'œil de Thoth ou l'œil gauche, nous aide à comprendre les choses à un niveau plus profond, même si ce n'est pas toujours logique de manière mathématique. Il y aurait une idée que l'œil d'Horus, aussi appelé l'œil de Thoth, pourrait être caché ou représenté dans une peinture de Léonard de Vinci. Cet œil est très spécial et important dans des histoires anciennes,
Pour trouver des indices sur cet œil, on pourrait regarder dans les œuvres de Vinci, peut-être inspirées par Anne Boleyn. Anne était l'épouse de Henri VIII, très connue pour son charme à l'époque. Entre 1516 et 1519, Léonard de Vinci et Anne Boleyn auraient vécu dans la même maison. Cette période coïncide avec le moment où le roi François Ier de France a pris le contrôle de Milan et a découvert l'intérêt de Vinci pour l'art et l'architecture. Le roi François Ier a été tellement impressionné par Léonard de Vinci qu'il l'a invité à déménager en France pour travailler pour lui. Léonard a donc tout laissé derrière lui à Vinci, en Italie, pour s'installer au château d'Amboise, qui était un endroit important pour la cour royale de France à cette époque, pour travailler sur de grands projets, comme la conception d'un nouveau château. C'est dans ce contexte historique riche que des liens entre l'œuvre de Vinci, l'histoire ancienne, et peut-être même des secrets cachés comme l'œil d'Horus, pourraient être explorés. De son côté, Anne Boleyn a captivé le roi Henri VIII d'Angleterre, à un point tel qu'il a voulu quitter sa première épouse pour elle. C'était un gros problème car, à l'époque, on ne pouvait pas simplement divorcer sans l'autorisation du pape à Rome, et le pape a refusé de donner cette autorisation à Henri. Frustré par ce refus, Henri VIII a décidé de créer sa propre église, l'Église d'Angleterre, qui lui permettait de divorcer et de se marier avec Anne. Cette nouvelle église existe toujours aujourd'hui et est connue sous le nom d'église épiscopale. Anne Boleyn, qui a attiré l'attention du roi Henri VIII, est devenue la mère d'Élisabeth Ier, une des reines les plus célèbres et qui a le plus longtemps régné en Grande-Bretagne. Sa renommée est seulement surpassée de nos jours par Élisabeth II. Mais l'histoire d'Anne a pris un tournant tragique. Elle a été accusée d'avoir eu une relation avec un autre homme pendant qu'elle était mariée au roi. Henri VIII a utilisé cette accusation comme prétexte pour la faire exécuter. Intéressant à noter, Anne Boleyn a vécu dans la même maison que Léonard de Vinci vers la fin de son adolescence. Il existe une théorie selon laquelle Vinci a peint un tableau représentant Anne Boleyn, connue sous le nom de la Belle Ferronnière, qui serait la fille d'un ferronnier. Quand on regarde ce tableau, on peut observer plusieurs détails intéressants. Premièrement, le tableau a un fond très foncé, qui fait penser au ciel la nuit. Ensuite, si on regarde bien, on peut voir que la façon dont ses cheveux sont partagés dessine une forme spéciale, comme un T à l'envers ou une croix tau, qui est un signe secret souvent utilisé par un groupe appelé les Rosicruciens. De plus, juste au-dessus de son front, entre ses yeux, il y a quelque chose qui ressemble à un petit bijou ou une pierre précieuse, qui pourrait être de l'ambre. Cette position est intéressante parce qu'elle se trouve à l'endroit où, dans certaines traditions comme en Inde, on dit qu'il y a le troisième œil, ou Ajna Chakra, qui est lié à l'intuition et à la sagesse. Aussi, la lumière qui touche les cheveux près de cette séparation crée un effet qui ressemble beaucoup à un iris, la partie colorée de l'œil. Tout cela ensemble ajoute des éléments mystérieux et symboliques au tableau. On remarque que les cheveux de la personne et la manière dont la lumière se réfléchit dessus créent des formes qui ressemblent à celles de l'iris autour de sa tête. Cette façon de peindre donne l'impression d'un œil, plus précisément un œil gauche, ce qui est intéressant. Si on imagine mettre ce tableau à côté de la scène de Léonard de Vinci, on pourrait penser à l'œil d'Horus, un symbole ancien, qui est associé ici à une figure féminine, peut-être même Anne Boleyn. Anne est une figure historique qui a un lien particulier avec Léonard, car elle a vécu dans la même maison que lui pendant 3 ans avant sa mort. Ce tableau pourrait suggérer l'union entre le cœur et l'esprit, une idée que Léonard de Vinci aimait explorer. En regardant de plus près, on peut même trouver des messages cachés ou des symboles secrets sur le mur du fond, ce qui montre la profondeur et la complexité de l'œuvre de Vinci. En examinant le fond de la chambre du roi, on cherche à découvrir l'œil de rat, un ancien symbole. On trouve cet œil là où le plafond rencontre le mur du fond, à travers une ligne précise qui traverse 2 pierres, révélant non seulement l'œil, mais aussi un motif ressemblant à un yin et yang à l'intérieur de cet œil. On découvre une multitude de détails fascinants qui semblent dépasser la simple observation. Au premier regard, une lanterne attire notre attention,
suggérant peut-être une lumière sur les mystères qui vont suivre. Plus surprenant encore, sur le côté gauche, se profile l'image d'un lion, un symbole de force et de courage, mais aussi de protection dans de nombreuses cultures. Ce n'est cependant que le début de notre exploration. Parmi les éléments qui captivent notre regard, une lettre A se détache avec une présence presque théâtrale au-dessus des tapisseries ornant le mur de gauche. Cette lettre pourrait être une clé, nous invitant à déchiffrer les mystères cachés dans ce tableau. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. Le tableau semble être truffé de secrets, agissant comme une carte vers d'autres trésors dissimulés dans la chambre du roi. Notre curiosité est piquée. Quelles autres merveilles ce tableau nous réserve-t-il? Notre quête nous mène à rechercher l'œil de Ra, un symbole égyptien ancien représentant la protection, la royauté et la santé, caché dans le fond de la chambre du roi. Derrière le sarcophage, à un endroit précis où le plafond et le mur du fond se rencontrent, une ligne traverse deux pierres, dévoilant non seulement cet œil mythique, mais aussi une représentation qui évoque un yin et yang. Cette dualité symbolise l'équilibre, la complémentarité des contraires, un concept qui trouve écho dans de nombreuses philosophies et traditions spirituelles. De manière inattendue, la chambre du roi, auparavant considérée comme vierge de toute marque ou inscription, révèle un symbole alpha et oméga sur son bord. Ces signes, représentant le commencement et la fin, le tout et l'infini, suggèrent une profondeur et une continuité dans le temps et l'espace. Non loin de là, une boussole pointe vers des degrés spécifiques, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et d'orientation dans notre quête de compréhension. Il est étonnant de constater que le mur du fond de la chambre du roi semble correspondre à des éléments peints par Léonard de Vinci dans une fresque à Milan, plus de 500 ans auparavant. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur les liens entre le passé et le présent, entre l'art et les secrets cachés à travers les âges. Sur un autre pan de mur, des lettres faiblement tracées, peut-être en alphabet de la Renaissance, ces inscriptions suggèrent une connexion entre les anciens symboles d'alpha et d'oméga et d'autres mystères encore à dévoiler. Les œuvres de Léonard de Vinci, comme la fresque de la Seine ou l'homme de Vitruve, sont réputées pour abriter des cryptages cachés. Ces messages semblent parler d'un équilibre à atteindre entre le masculin et le féminin, l'union des opposés dans une conscience unifiée qui transcende le temps et l'espace. Vinci nous invite peut-être à réfléchir à ces symboles anciens, à la recherche d'un enseignement caché sur l'équilibre entre la raison et la créativité, une harmonie parfaite entre le cœur, l'esprit et la conscience. Alors que nous préparons notre prochain épisode, nous nous apprêtons à plonger encore plus profondément dans ces mystères. Quelles autres révélations nous attendent? Quel sens plus profond ces symboles anciens peuvent-ils avoir pour notre époque? Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse ésotérique, où chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles interrogations, nous rapprochant peut-être d'une vérité universelle cachée dans l'art et l'histoire.